On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle conférence organisée par la Mutualité française. Et cette fois-ci, elle sera donc sur les perturbateurs endocriniens. Vous avez eu l'info soit par vos mutuelles, soit par la mutualité directement. Donc, on est ensemble pour 1 heure avec Fabrice Bouzon qui est là, qui est notre référent santé environnementale et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Fabrice, je te laisse la main. Merci Julie. Voilà, pour les personnes qui veulent poser des questions, le chat, donc c'est l'icône discussion que vous pouvez activer. Pour les personnes qui ne veulent vraiment pas mettre leur visage éventuellement sur l'enregistrement ou tout simplement pour libérer de la bande passante et avoir une meilleure réception, n'hésitez pas à désactiver votre caméra, ça peut aider aussi. On a coupé vos micros parce que potentiellement vous êtes un peu trop nombreux, donc toutes les questions dans le chat. Il y aura un petit temps à la fin pour qu'on puisse répondre à toutes les questions, quelques questions choisies. Si vraiment j'ai pas le temps de répondre aux questions à la fin, avec votre question, mettez votre email, je répondrai par mail à votre question. Voilà. Les choses étant dites, on va pouvoir démarrer gentiment. Donc aujourd'hui, on va faire une conférence sur les perturbateurs endocriniens. C'est une conférence que nous, on appelle la famille des 7PE. Alors, pas simplement parce qu'il n'y a pas 7PE, il y en a beaucoup plus, mais on a choisi 7 perturbateurs endocriniens qui sont les plus présents dans notre quotidien. On va voir ensemble comment les repérer et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on les a identifiés. Ah, ça ne marche pas. Ça marche. Donc, petit rappel, Julie et moi, nous travaillons à la Mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Mutualité française, c'est la fédération des vraies mutuelles, celles qui défendent la santé et leurs adhérents au niveau aussi bien des complémentaires santé, de remboursement, mais aussi sur des actions sociales et de prévention santé. Les 3 missions principales, c'est être au service de la santé de tous, puisque du coup, le mouvement mutualiste a décidé d'essayer d'agir pour la santé de tous les Français, qu'ils soient oui ou non adhérents mutualistes. Servir le mutualisme, c'est aussi aider nos mutuelles, notamment qui a relayé l'information de la conférence du jour, pour faire un engagement plus important au niveau des adhérents. Et on va les aider aussi sur la partie démocratique, parce que vous savez que les mutuelles, ça fonctionne sur le principe d'un adhérent va représenter les autres, qui peut devenir président, trésorier, secrétaire, etc., un petit peu comme une association. On va rentrer dans le vif du sujet, donc les perturbateurs endocriniens. Donc, je reprends un petit peu à zéro, puisque je ne connais pas votre niveau de connaissance dessus. Donc, ils portent très bien leur nom, perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que ce sont des molécules chimiques qui vont perturber le signal endocrine, c'est-à-dire tout ce qui est hormonal. Donc, le système hormonal, à quoi il sert? Il sert à réguler un petit peu tout ce qui n'est pas, je vais essayer de caricaturer, tout ce qui n'est pas conscient. Vous avez 2 façons de transmettre un message dans le corps humain. Le premier message, c'est un message qui doit être immédiat, direct, donc c'est le système nerveux. Vous commandez par exemple avec votre main, vous avez envie de prendre un verre d'eau, votre cerveau envoie le signal à vos muscles, vous saisissez votre verre d'eau, vous buvez, c'est un signal direct conscient, vous l'avez voulu. Mais votre corps a besoin aussi d'être régulé, que ce soit par exemple la température. En ce moment, c'est un petit peu la grande problématique d'avoir du frais. Mais voilà, tout ce qui va être digestion, régulation, croissance, cicatrisation, etc., toutes ces fonctions non conscientes sont régulées par des hormones qui vont assurer une stabilité au niveau de votre organisme. Si on fait rentrer des molécules chimiques qui fonctionnent, qui vont perturber ce fonctionnement, ça va impliquer soit des résultats directs avec des mauvaises régulations, soit des résultats indirects à long terme, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont être soit transmises à votre descendance, soit tout simplement ne vont pas apparaître avant peut-être 10, 20, 30, 40 ans. Donc, on va voir ensemble exactement ce que ça touche. Chez les êtres humains, nous avons plusieurs glandes qui vont être touchées. Alors, l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va réguler l'ensemble du système endocrine. Donc, vous vous rendez compte que s'il y a une perturbation à ce niveau-là, c'est quasiment tout l'ensemble de la régulation qui va partir dans tous les sens. La thyroïde, qui a fait beaucoup parler d'elle après l'explosion de Tchernobyl, qui régule notamment le rythme cardiaque, mais qui a aussi un effet sur la régulation du poids, mais aussi sur la fatigue et un petit peu l'humeur. Le pancréas, donc lui qui est très important, puisque c'est lui qui va notamment produire l'insuline, qui va réguler la glycémie. C'est pour ça qu'on a beaucoup de questions qui se posent sur le développement de ce qu'on appelle les maladies chroniques, notamment le diabète de type 2. Est-ce que c'est à 100% une maladie du siècle due à la consommation de sucre, ou est-ce que finalement il y aurait un impact non négligeable de tous les produits chimiques qui peuvent influer sur la fonction du pancréas? Donc là, il y a beaucoup d'études qui se posent et
on est en train de quand même avoir un petit faisceau de présomption qui nous dit qu'il n'y a pas que les habitudes alimentaires, même si ça y joue beaucoup. Ah, ça marche plus. Hop, voilà. Les glandes surrénales qui vont produire l'adrénaline, donc qui vont notamment gérer le stress et aussi réguler le rythme cardiaque. Si vous avez une action à faire en urgence, il faut que votre cœur batte plus vite pour alimenter vos organes. Et nous avons les hormones sexuelles, donc chez l'homme au niveau des testicules, chez la femme au niveau des ovaires, qui vont avoir des rôles clés, notamment lors de l'adolescence, sur la différenciation du sexe, mais aussi tout au long de la vie sur la production soit des spermatozoïdes, soit des ovaires, et la régulation du cycle menstruel chez la femme. Et notamment chez la femme lors de la ménopause ou lors de l'andropause chez l'homme, il peut y avoir aussi une influence qui est non négligeable. On commence à avoir quand même des choses un peu bizarres qui sortent au niveau des statistiques. Des jeunes filles qui ont leurs règles de plus en plus tôt, c'est-à-dire qu'il ne vient pas rare d'avoir des jeunes filles qui ont leurs règles à peu près entre 10 et 12 ans, voire même en dessous. On a quelques cas de jeunes filles qui ont leurs règles à partir de 8. Et là, on se pose des grosses questions sur l'impact des perturbateurs endocriniens. Après, sur le développement aussi des organes ou les malformations d'organes. Mais on va en parler un petit peu plus loin. Du coup, comme toutes ces fonctions de régulation peuvent être touchées par une molécule chimique qui va la perturber, du coup, toutes ces maladies dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qu'on va appeler des maladies chroniques, l'obésité, l'infertilité, l'hyperactivité, certains cancers, le diabète de type 2, du coup, ça peut être des conséquences d'exposition aux perturbateurs endocriniens, même à de très faibles doses. Et là, on rentre dans un concept qui est un peu spécial en santé. Jusqu'à présent, en santé, on disait toujours que c'est la dose qui fait le poison. Plus on prend du produit, plus il est toxique, jusqu'à la mortalité. Avec les perturbateurs endocriniens, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas vraiment vrai. Il y a en fait un espèce de point critique qui fait qu'en dessous d'une certaine quantité, il y a beaucoup d'effets, mais au-dessus, il y a comme un système de saturation, ça ne fait plus d'effet. Alors, ce point critique est très dur à deviner. Et une autre chose qui est apparue lors des études sur les PE, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'un certain produit n'a peut-être pas d'effet, un deuxième produit n'a pas forcément d'effet, mais les deux produits combinés vont provoquer une perturbation. Donc, c'est pour ça que les PE, c'est assez récent. Hein. Déjà, ça fait une trentaine d'années qu'on a le concept. Ça fait 20 ans qu'on les étudie vraiment et la science faut du temps. Parce que le problème, c'est que la population est exposée à beaucoup de choses, arrive à déterminer que c'est ce produit qui a pu provoquer telle ou telle maladie sur tant d'années, c'est assez compliqué. Mais on a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Donc, la définition d'un PE, pour être exact, c'est une substance chimique ou un mélange de substances. Je vous ai dit tout à l'heure pour l'effet cocktail. Ça peut être d'origine naturelle. Ça, on oublie très souvent que vous avez des PE qui sont d'origine naturelle. Le plus connu, c'est notamment le soja, hein, qui est très, très déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Et ceux dont on se pose le plus de questions, ce sont les PE de nature synthétique. Parce que alors là, du coup, grâce à l'avènement de la chimie dans les années 60 et 70, toute notre société moderne est complètement saturée de molécules dont on avait mal estimé, voire pas du tout estimé les conséquences au niveau de la santé. Donc, le perturbateur endocrinien, il va altérer les fonctions du système endocrine, donc les hormones, soit en imitant l'action d'une hormone. Donc, il va déclencher une réaction qui n'a pas été voulue par le corps, soit il va bloquer la fixation de l'hormone sur sa cellule cible et du coup, le corps a voulu une réaction, elle sera bloquée, il n'y aura pas de réponse. Je vais prendre l'exemple de la température, par exemple. C'est un petit peu le cas lors de la ménopause chez la femme. Vous avez une imitation d'une hormone pour augmenter la température corporelle, vous avez des bouffées de chaleur. Vous avez l'hormone qui va augmenter la température qui est bloquée, et du coup, vous avez froid alors que votre corps a besoin de se réchauffer. Troisième possibilité, c'est que le produit va gêner ou bloquer carrément la production de l'hormone. Donc, c'est un autre niveau, mais on arrive au même résultat. Ou sa régulation, c'est-à-dire que vous produisez naturellement votre hormone. Une fois qu'elle a fait son travail, votre corps va la dégrader. Si la dégradation de l'hormone est bloquée, vous allez accumuler de votre hormone naturellement, si vous continuez à la produire, et du coup, vous allez perturber le signal. Du coup, ça va induire des effets néfastes sur la santé, puisque le système endocrinien ne va pas faire ce qu'on lui demande. Ça peut être directement chez l'individu ou chez sa descendance. C'est le cas, si je prends l'exemple du Distilben, que peut-être beaucoup de gens connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller chercher sur Internet. Le Distilben, c'est un vrai scandale d'État. C'est un médicament qui a été prescrit il y a une quarantaine d'années pour les personnes qui avaient des problèmes de fertilité, pour les femmes. Et là, on se rend compte que non seulement leurs propres descendants ont eu un impact santé,
Mais en plus, la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants, continuent à développer des caractéristiques directement liées à l'exposition d'istilbène. Donc, c'est quand même assez embêtant. C'est ce qu'on appelle un produit transgénérationnel. Ou carrément, ça peut toucher toute une population, parce que du coup, l'exposition peut être localisée sur un territoire précis. Là, on peut citer l'exemple de nos amis des DOM, qui ont eu l'autorisation d'utiliser du chlordécone, qui est un pesticide assez mauvais, on peut en dire simplement, dans les bananières notamment des îles Guadeloupe et Réunion. Et bah, du coup, c'est un produit qui a été énormément utilisé localement. La terre, localement, en est imbibée. C'est un produit qui se dégrade très mal dans le temps. Et en plus, la culture, donc les bananes en ont été aspergées, ce qui fait qu'il y a eu aussi bien ingestion que contamination de la terre. Donc localement, c'est toute la population qui est touchée. Petit point important sur les PE, mais qui s'étend sur quasiment tout le reste. Il y a un nouveau concept, enfin nouveau, il y a un concept qui est très à la mode en ce moment, c'est le concept des 1000 premiers jours, c'est-à-dire les 1000 premiers jours de vie, de la conception jusqu'aux 2 premières années de vie, qui sont une période sur laquelle les pouvoirs publics au niveau de la santé essaient d'alerter à la population, qui est une période de fragilité, notamment à l'exposition des produits chimiques. Par extension, ça vaut aussi pour le tabac, l'alcool ou l'alimentation. J'irai même plus loin en disant qu'il faut étendre, avant même ça, il faut étendre jusqu'à la conception. C'est-à-dire que si vous avez, en préconception, parce que si vous avez des parents qui sont exposés à un polluant chimique au niveau de la préconception, il peut y avoir du coup une altération au niveau de l'ovocyte ou des spermatozoïdes, et du coup, in fine, lors de la conception, provoquer un problème. On aperçoit ça notamment chez les salariés qui sont exposés à énormément de produits chimiques. On a une baisse de la fertilité et une statistique de malformation qui est bien supérieure aux autres. S'il y a des questions, n'hésitez pas, le chat est fait pour là. Hein. J'avance. Alors, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on s'est bien affolé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je termine sur la définition, c'est vrai. Donc, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire à l'environnement de travail, recommande de distinguer les PE en 3 grosses catégories. C'est ce qu'ils vaut encore aujourd'hui. 3 catégories, c'est avéré. La catégorie avérée, ça veut dire que la molécule chimique a été identifiée, prouvée et c'est retenu que c'est un perturbateur endocrinien. L'exemple, c'est le biphénol A. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une grosse recherche de l'ANSES là-dessus. Ça a été prouvé. Le biphénol A été banni du marché français. Seulement, toutes les molécules n'ont pas le même traitement de recherche. Malheureusement, il y en a trop. Du coup, on arrive sur un deuxième niveau qui est le niveau présumé, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'études indépendantes qui ont été faites, qui amènent un faisceau de présomption, qui veut dire que cette molécule chimique-là est potentiellement un perturbateur endocrinien. Donc là, c'est plutôt le principe de prudence, le principe de précaution qui s'applique, et surtout, on a besoin d'autres données, il faut faire d'autres études pour confirmer la présomption. Il y a un troisième niveau, c'est suspecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez d'études dessus, mais des choses ressortent sur quelques études. On se pose des questions. Encore une fois, on a besoin de faire des enquêtes. Et le gros problème, c'est que c'est des enquêtes qui sont longues. Pour le biphénol, alors qu'il y a eu une demande ministérielle avec énormément de moyens, ça a mis plus de 2 ans de recherche pour arriver au niveau avéré. Et le problème, c'est que du coup, l'ANSES a fait une liste de substances qui vaudraient le coup d'être étudiées comme perturbateurs endocriniens, et on arrive au chiffre fermier de 900 substances qui seraient analysées. Donc, je vous laisse imaginer le temps de travail qu'il faut pour ça. Alors, je vois une petite question dans le chat du coin de l'œil. Tac, tac. Est-ce que tous les PE... Alors non, du coup, voilà. Petite différence entre la France et l'Europe. Nous sommes en Europe, donc on applique la loi européenne, mais chaque pays européen a le droit d'aller un petit peu plus loin. Alors pour le biphénol, par exemple, mais j'en parlais plus loin, la France a été un petit peu au-delà de ce que préconisait l'Europe au début, puis l'Europe nous a rejoints. Voilà. Mais c'est vrai que quand vous baladez en Europe, les législations par rapport aux PE ne sont pas toutes les mêmes, mais ça avance. Plusieurs pays européens, pas tous, ils sont en train d'arriver, se sont réunis ensemble pour faire un annuaire commun des perturbateurs endocriniens. Parce qu'en même temps, les méthodes d'étude et les méthodes de reconnaissance des perturbateurs endocriniens n'étaient pas exactement les mêmes dans tous les pays. Après, c'était l'Europe, le temps que tout le monde se met d'accord sur pas mal de choses, mais ça avance. Ça avance, c'est au moins ça. Ah, mon PowerPoint est rebloqué. Toc. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire
C'est vrai qu'une fois qu'on a dit tout ça, on peut s'affoler parce que du coup, on se dit, mais toutes les molécules chimiques autour de moi, bah, il y en a plein. Lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises, on peut être complètement perdu. Et on va sombrer dans un phénomène d'aujourd'hui qui est dû au développement durable, qui est dû aussi à l'état de la planète, qui est dû à plein de choses autour de la santé. L'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'il y a tellement de messages négatifs, d'alertes et de principes de précaution à appliquer que finalement, bah, on devient anxieux de tout. On ne sait plus quoi prendre, on ne sait plus quoi manger, on ne sait plus quoi boire, on ne sait plus quel produit utiliser. Des fois, on ne sait même plus s'il faut respirer. Donc, du coup, c'est l'affolement. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne va pas rentrer dans la chimie pure et dure parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de bioche. Comme je vous ai dit, on va apprendre aujourd'hui à repérer au moins les 7 types de PE les plus présents du quotidien. On va regarder que ça soit avéré, présumé, suspecté. Et on va voir ensemble que finalement, ces produits, on peut les remplacer par des composés plus sains, pour pas forcément plus cher, voire même des fois pour des raisons plus économiques. Et finalement, ben, il y a des choses que tout à chacun peut faire, le principe de précaution. Une fois qu'on a compris que tel type de produit n'était potentiellement nocif, choisir un autre type de produit de remplacement. L'idée, ce n'est pas de se priver d'un service. L'idée, c'est de se dire qu'il y a des façons de faire plus saines à la santé. Et donc ça, ce sont des choix de consommateurs. Mais si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, on ne le sait pas. Et une fois qu'on a fait ça, déjà, on va pouvoir s'enlever une grande partie de la pollution à laquelle nous sommes exposés de manière chimique. Les biphénols. Je vais commencer par celui-là, le premier de la famille. Donc, le meilleur exemple, c'est le biphénol A. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de l'étude qui a été faite en début des années 2010, le biphénol A été reconnu et certifié en France comme étant un perturbateur endocrinien. Donc, depuis le 1er janvier 2015, l'usage du BPA est complètement interdit en France. D'abord, elle l'a été que pour les biberons, puis ça a été étendu à tous les contenants alimentaires. La petite blague, je vous dis que la France est allée un peu plus loin que ce que recommande l'Europe. L'Europe, fort de cette étude, a aussi pris une décision. Il faut voir qu'avant le BPA, il n'y avait aucune norme. Donc, ils ont décidé de ne pas l'interdire totalement, mais ils ont mis un taux limite. Le taux limite est tellement bas que c'est presque il n'y a rien. Mais il y a quand même un taux limite autorisé en Europe. Donc après, si vous tombez sur un produit qui a été fabriqué en France, c'est interdit, il est forcément sans BPA. Si vous tombez sur un produit européen, il y aura un petit peu de BPA, en sachant que du coup, l'idée, c'est d'essayer d'aller vers un produit sans BPA. La plupart des fabricants qui le font mettent un logo sans BPA dessus. C'est assez facile à repérer. En plus, les fabricants leur ont dit que le BPA était interdit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une molécule de secours. Ils ont donc tapé dans la même famille, le biphénol, c'est une très grande famille. Ils ont pris du biphénol B ou S, qui a à peu près les mêmes fonctions en termes de plastifiant. Depuis qu'on les utilise, on a une alerte sanitaire de l'ANSES qui se pose la question si ce n'est pas un PE. Donc, du coup, il est passé dans la catégorie des PE suspectés. La seule différence finalement entre le biphénol A et les biphénols B et S, c'est que le A a eu une étude complète qui l'a fait passer en avéré. Le B et le S sont en cours d'évaluation. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est avéré, on le suspecte. Du coup, encore une fois, on se retrouve dans un côté, ça c'est interdit, ça je ne sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Je peux paniquer. Ah oui, alors du coup, à quoi sert le biphénol pour ceux qui veulent savoir? Ça sert notamment à faire tout ce qui est plastique et résine époxy. Notamment, on s'en sert aussi bien sur les emballages alimentaires, mais on s'en sert aussi pour faire du mastic de carrosserie. Ça veut dire jusqu'où ça va. Voilà, on le trouve dans pas mal de plastiques, notamment les PVC. Il était utilisé avant comme révélateur dans les papiers thermiques, dans les papiers de caisse enregistreuse. C'est plus le cas normalement aujourd'hui. Il doit encore avoir quelques rouleaux qui traînent, mais c'est en train de disparaître. Vous le trouvez, voilà, principalement, vous avez une petite liste comme ça assez rapide. Ticket de caisse, boîtier en plastique. Surtout, ce qui est important à regarder pour tout ce qui est plastique, c'est le contact avec l'alimentation. Première voie d'entrée dans le corps humain, c'est l'ingestion. Donc, tout ce qui se mange, il faut éviter le contact avec le plastique. Donc voilà, tout ce qui va être pot de yaourt, film alimentaire, plastique, s'il fait en contact direct avec la nourriture, il faut éviter. Du coup, le gros conseil à garder dessus, c'est ça, contact avec l'alimentation. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que du coup, c'est ça le but du jeu aujourd'hui. C'est de dire que, par exemple, dans ma cuisine, j'ai un film alimentaire où je vais trouver du biphénol et du phtalate. J'ai des boîtes de conservation alimentaire en plastique. En fait, on peut les remplacer très facilement.
Il suffit tout simplement de passer sur un matériel inerte, minéral, du verre, à l'ancienne. Le verre est inaltérable, enfin, sauf si vous le jetez par terre, vous le cassez en 1000 morceaux. Mais du coup, le verre ne peut pas se transposer dans la nourriture. Le gros problème avec le plastique, c'est que le plastique n'est pas stable dans le temps. Il finit toujours par relarguer des molécules, et notamment s'il est soumis à des agressions. Si je prends l'exemple de la boîte de contenant alimentaire, vous mettez ce genre de boîte plastique dans un micro-ondes, le fait de chauffer l'ensemble va dégrader le plastique. Et vous allez avoir du plastique, donc des biphénols ou du phtalate, qui vont passer dans l'alimentation. Même chose avec le film alimentaire. Je filme ma nourriture, je le mets au frigo, je me dis qu'il n'y a pas de chaleur, je ne m'inquiète pas. Mais en fait, ça dépend de ce que j'ai filmé. Vous avez certains aliments qui sont assez acides. Par exemple, vous avez fait une salade de tomates, la tomate c'est assez acide. Le contact du jus de tomate avec soit la boîte à plastique, soit le film plastique va dégrader le plastique et faire passer des molécules de plastique directement dans l'alimentation. Donc en fait, là, il y a un réflexe très simple et plus économique, parce que vous n'avez pas à racheter à chaque fois du film plastique, c'est de passer sur de la conservation dans des boîtes en verre, tout simplement. Les phtalates, j'en parlais, je l'ai lié avec eux parce que le film alimentaire en est aussi farci. Les phtalates, ce sont des PE avérés, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus. Et en plus, certains d'entre eux sont cancérogènes et ont un impact sur la reproduction, la fertilité. Alors, c'est des plastifiants, le phtalate, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rend le plastique plus souple et tirable, hein, d'où le film alimentaire qu'on peut y tirer dans tous les sens. On en a beaucoup aussi, notamment dans nos téléphones portables, par exemple, pour qu'ils puissent résister au choc si on les fait tomber. Tous les plastiques un petit peu mous, un peu souples, voilà, vous avez du phtalate à l'intérieur. Ça veut dire aussi que potentiellement, vous en trouvez aussi dans les cosmétiques, hein. On s'en sert notamment pour les vernis à ongles, pour qu'ils tiennent la déformation. On s'en sert aussi comme pouvoir fixateur pour tout ce qui va être lac pour cheveux, etc., voire même des produits dermatologiques pour que ça tienne sur la peau. Mais le plus embêtant pour les phtalates, pour moi, c'est que vous allez le trouver donc déjà sur les cosmétiques, ça c'est très embêtant, mais notamment vous allez le trouver aussi sur les jouets. Or, le problème des enfants, qu'est-ce qu'ils font jusqu'à un certain âge? C'est que la plupart des jouets, ils les mettent à la bouche, ils les mâchouillent. Donc en fait, quand ils mâchouillent, vous voyez un jouet d'enfant qui a été mâchouillé, il est abîmé en surface. S'il est abîmé, c'est qu'il manque des morceaux. Et s'il manque des morceaux, c'est que l'enfant les a ingérés. Et on se rappelle de ce qu'on a dit au début sur le concept des 1000 premiers jours, c'est les 2 premières années de vie où c'est le plus important. Donc, un gros conseil là qu'on peut avoir, notamment par rapport aux phthalates, c'est de se dire que, au moins jusqu'à 2 ans, il faut privilégier les jouets qui ne sont pas en plastique, mais des jouets en matière inerte, minérale ou organique stabilisée, par exemple en bois. Je reconnais qu'à un moment donné, l'enfant, les jouets, il va vous réclamer quelque chose de précis, mais de 0 à 2-3 ans, c'est rare qu'il vous réclame quelque chose de particulier, c'est vous qui choisissez les jouets. Donc, essayez du coup de choisir des produits plutôt sains comme ceci. Alors là, ce n'est pas un PE en particulier. J'ai fait un petit peu un petit raccourci, on va dire, c'est tous les PE qu'on pourrait trouver dans la salle de bain. Parce que la salle de bain, avec les cosmétiques et les produits d'hygiène, c'est une petite chimie. À petite question, je vois oui, effectivement. Alors, les peintures recouvrant le bois peuvent être toxiques. Alors, tiens, ça, c'est une très bonne question, parce qu'il n'y a pas que la peinture, il y a aussi le vernis qui va dessus. Donc, généralement, il faut faire attention quand on achète des jouets en bois, mais il y a beaucoup de labels qui vous préconisent ça. Donc, voilà, les filières jouets en bois, maintenant, ont mis des labels de certification, peinture bio, etc. Donc, voilà, il faut aller vers ça. C'est sûr que si vous achetez un jouet en bois de l'autre bout du monde qui n'a aucun label, méfiance sur les peintures et les vernis. Oui. Revenons à notre salle de bain. Donc, parabènes, tout le monde a entendu un petit peu parler. Phénoxyéthanol, c'est un peu plus discret. Et le triclosan, qu'est-ce? Donc, les parabènes, ce sont des PE suspectés. On les utilise comme antibactériens et antifongiques. Alors, antibactérien, antifongique, ça veut dire que ça tue des éléments vivants. Ça va tuer les moisissures, ça va tuer les champignons. Et c'est-à-dire que le produit est fait pour tuer du vivant. Donc déjà, par conception, c'est un produit qui est un biocide. C'est fait pour tuer ce qui vit. Et c'est quelque chose qu'on va potentiellement se mettre sur la peau, sur les yeux, sur les lèvres. Donc voilà, il faut quand même un petit peu réfléchir avec ce type de produit-là. On les utilise voilà, comme conservateur. Hein. C'est pour faire en sorte que les produits comme le rouge à lèvres ou d'autres produits comme ça ne moisissent pas trop rapidement. Voilà.
Le phénoxyéthanol, donc c'est un PE suspecté, mais en plus c'est un allergisant reconnu, c'est-à-dire que chez certaines personnes, il provoque des allergies au niveau cutané. On utilise beaucoup dans les crèmes parce qu'ils servent d'agent de conservation, mais aussi d'agent de solvant pour conserver un petit peu le côté liquide. On le trouve beaucoup dans les crèmes pour la peau, mais aussi dans les crèmes solaires. Alors là, pour les crèmes solaires, je mettrai quand même un bémol. Le risque solaire est très important au niveau cancer de la peau. Voilà, si vraiment vous n'avez qu'une crème solaire avec un PE, mettez la crème solaire. Maintenant, charge à vous pour le prochain tube d'essayer de trouver une crème solaire qui n'en contient pas. Et le triclosan, c'est un PE suspecté aussi, et en plus, lui, il est reconnu pour affecter le système immunitaire. Encore une fois, c'est dû à ses propriétés antifongiques et antibactériennes. C'est quelque chose qui est fait pour tuer. Et le problème, c'est que le triclosan, on le trouve énormément dans le dentifrice. Donc, vous mettez directement dans la bouche un produit qui est fait pour tuer ce qui est vivant. Donc, ça va affecter votre système immunitaire, notamment au niveau de la bouche. Du coup, ces produits, vous le trouvez dans les cosmétiques classiques, dans quasiment 80% des cosmétiques, il y en a. Particulièrement aussi dans les lingettes de toilette. C'est un petit peu la mode, c'est la lingette de toilette. Hein. Je ne mets même pas la couche au niveau développement durable de l'idée des lingettes de toilette jetables. Et voilà, c'est quand même pas mal farci de parabènes, ce truc-là. Et le dentifrice par rapport au paradis. Ah, je vois qu'il y a un petit... Tac, tac, tac. Oui, pour les phtalates, tout jouer et 3 pour jouer mise en bouche. Oui, je rejoins parce que là, je ne comprends pas la phrase, il faut que je la relise. Je vais finir et puis après, je prendrai les questions. Oui, donc je disais par rapport aux cosmétiques, ça a coincé. Voilà. Donc, du coup, là, il faut faire attention dans la salle de bain, finalement, c'est particulièrement dans les cosmétiques et les produits d'hygiène. Il faut voir que les cosmétiques, c'est vraiment de la chimie qui est très proche du médical, en sachant que ça ne répond pas du tout aux normes d'évaluation médicale. Voilà, vous avez des cosmétiques, vous avez un dentifrice dans votre salle de bain. On ne va pas arrêter de se maquiller si on en a envie, quoique je vous conseillerais d'en mettre. Le maquillage est là pour souligner, hein, c'est pas là pour faire un maquillage entièrement. Voilà, on va se diriger tout simplement sur des produits labellisés bio, ça existe, il y en a. Et pour le dentifrice, il suffit simplement de regarder sur la boîte, on en trouve de plus en plus qui sont donnés sans conservateur ou sans triclosan, c'est bien précisé. Le triclosan commence à disparaître parce qu'il a mauvaise presse auprès du public. Du coup, les fabricants commencent à le retirer, ce qui veut dire qu'on pouvait en faire sans depuis le début. Ah, je vois qu'il y a une question. Moi, je répondrai après. Alors, autre famille de composés qui est suspectée d'être un PE, les perfluorés. Alors là, les perfluorés, tout le monde est perdu. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les perfluorés qui sont des PE suspectés, mais qui sont des cancérogènes avérés. Parce qu'il n'y a pas que le fait de la perturbation endocrine quand même. Il faut voir que c'est des produits qui avaient des effets aussi sur l'autre côté. Donc, ils sont reconnus pour faire des troubles du métabolisme et de la thyroïde au niveau PE. C'est un petit peu les questions qu'on se pose. Où est-ce qu'on les trouve, ces composés perfluorés? Alors, en fait, on les utilise en chimie parce qu'ils repoussent l'eau, les matières grasses, les poussières. Ils servent d'anti-additifs, imperméabilisants. Alors, en plus, ils ont deux problématiques. Ils sont très persistants. Persistants, ça veut dire que dans l'organisme dans lequel ils vont rentrer, ils vont rester. Ils ne vont pas être éliminés. Ils vont s'accumuler dans le temps dans les êtres vivants. Ça veut dire qu'ils s'accumulent aussi le long de la chaîne alimentaire. Si, par exemple, ils s'accumulent dans un végétal, le végétal va être mangé par un animal, par exemple. Du coup, c'est déjà concentré dans l'animal. Nous-mêmes, on est au bout de la chaîne végétale, on va manger et le végétal contaminé et l'animal contaminé. On va encore plus concentrer le produit. C'est ça qui est très embêtant avec ces produits-là. Et grâce à leurs caractéristiques anti-adhésives, qui repoussent l'eau, etc., ils sont énormément utilisés dans les poêles, notamment de cuisson anti-adhésives. Ils sont aussi utilisés dans tous les produits imperméables, les produits déperlants, les vestes, etc., qui sont utilisés contre la pluie. C'est un peu moins grave, c'est rare qu'on mâchouille son kawaii, mais bon, c'est à savoir. Ils sont beaucoup utilisés dans certains types de peintures aussi, hein, pour résister au lavage ou à l'eau. Et ils sont utilisés dans certains cosmétiques aussi, notamment des qui écrit waterproof, hein, il y en a. Donc, c'est des molécules qu'on trouve un peu partout. Les fabricants de poêles adhésives commencent un petit peu à réagir, mais ce n'est pas le cas pour le reste. Donc, du coup, où est-ce qu'on trouve principalement ces composés perfluorés? Dans tout ce qui est anti-adhésif. Donc, il y a les poêles, mais un truc qu'on oublie toujours, c'est aussi les ustensiles de cuisson.
Il faut comprendre que la couche de PFC qu'il y a sur ces produits-là pour les rendre anti-adhésives est assez fragile. D'ailleurs, une poêle de cuisson noire, je ne vais pas citer la marque, mais telle que celle-ci, très généralement, au bout de quelques temps, vous avez des rayures blanches qui apparaissent. Déjà, si à l'œil, vous voyez les rayures, c'est que le revêtement est parti. Et très généralement, il est parti dans la nourriture. Parce que dès que le revêtement est entamé, il commence à relarguer. Donc, à chaque fois que vous faites cuire quelque chose dedans, vous avez un transfert de PFC vers l'alimentation. Pareil pour les ustensiles de cuisson anti-adhésifs. Avec le temps, quand vous les touchez, vous allez remarquer qu'ils deviennent de plus en plus granuleux. Ça veut dire qu'en fait, une partie du revêtement en PFC est partie. Et donc, potentiellement dans la nourriture. Donc, c'est vrai que c'est très pratique, ces engins anti-adhésifs, mais en fait, il y a des solutions très simples. Vous avez des poêles dans d'autres types de matières, notamment la céramique, la fonte, l'inox, etc., qui sont tout aussi efficaces en termes d'anti-adhésivité. Et pour les ustensiles de cuisson, on revient à l'inox, à l'ancienne. C'est quelque chose d'inaltérable. Inaltérable, ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre de la matière, ça ne passera pas dans l'alimentation. Voilà. Ou si ça passe, c'est vraiment à très très faible dose. Donc, vous voyez, à chaque type de PE, on trouve une solution qui n'est pas compliquée. Je ne vous ai pas dit de jeter vos poêles en rentrant, mais enfin, en rentrant, vous regardez un petit peu leur état, vous vous dites que potentiellement, il faut les changer. Au moment de les changer, on peut se poser la question de quel type de produit je prends. Parce qu'une poêle, généralement, on en achète une, on en a pour quelques années quand même. C'est ça que je vous disais tout à l'heure en introduction, le choix du consommateur. Si on fait des meilleurs choix dès l'achat d'un produit, on aura des bénéfices dessus sur un certain temps au niveau de notre santé et pas forcément pour un budget beaucoup plus important. Les alkyphénols. Alors, les alkyphénols, donc, ce sont des perturbateurs endocriniens avérés qui, en plus, sont irritants, neurotoxiques et reconnus comme polluants environnementaux majeurs. Il ne faut pas oublier que ce qui nous pollue, nous, pollue aussi notre environnement. Et là, on a ce qu'on appelle un effet boomerang, parce que ce que je vais rejeter en chimie va se retrouver dans l'environnement, c'est-à-dire soit dans les sols, soit dans l'eau. Et du coup, comme je mange ce qui est issu de la terre et je bois l'eau qui est issue aussi des nappes phréatiques, ces molécules vont faire un demi-tour et je vais à nouveau être exposé dessus. Donc, il faut faire attention, voilà, il faut garder ce réflexe aussi de dire que je ne me pollue pas que moi, je pollue l'environnement et de manière indirecte, ça revient vers tout le monde, moi y compris. Donc, les alkyphénols, donc, on les trouve dans pas mal de produits, encore une fois, beaucoup les cosmétiques. On va les trouver aussi notamment dans les produits retardeurs de flamme. Alors, c'est embêtant parce que ça sert aussi pour la sécurité. C'est quand même bien de pouvoir s'enfuir d'une maison en feu et d'avoir le temps de s'enfuir. Mais je ne sais pas si certains se rappellent, mais il y a une quinzaine d'années, il y a eu un petit scandale de fauteuils et canapés qui provoquaient des grosses allergies cutanées chez les acheteurs de fauteuils et canapés. C'était dû justement à ces produits retardateurs de flamme qui étaient mis en excès dans la mousse et qui finalement faisaient contact avec la peau et ont provoqué des grosses allergies chez les consommateurs. Donc maintenant, les fabricants en mettent un peu moins, mais il y en a toujours. Où est-ce qu'on va en trouver principalement? Alors, dans tout ce qui est un petit peu emballage, emballage plastique, emballage. Alors, quand c'est pour des produits ménagers, c'est une chose, mais quand ce sont des emballages, notamment cosmétiques, automatiquement, on va s'y retrouver dans le cosmétique. On va en trouver dans certains produits capillaires. On va en trouver aussi dans des produits d'hygiène. Dans beaucoup de peintures, on va en trouver, parce que ça donne cette capacité au niveau du lissage de la peinture et de la résistance. Mais surtout, on en trouve, c'est utilisé dans les pesticides et les spermicides. Encore une fois, des produits biocides qui sont faits pour tuer le vivant. Donc, on se rend compte que c'est un produit qui a un effet vraiment reconnu sur le vivant. Et c'est quelque chose qui pourtant est utilisé sur des produits en contact direct avec la peau. Voilà, il faut à chaque fois, encore une fois, être un petit peu être éclairé sur certains choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les alkyphénols? Notamment, ça j'insiste, les lingettes nettoyantes pour le corps. Alors, des alkyphénols, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs qu'on a vu plus haut, mais j'ai essayé un petit peu tous ces paros. On en trouve aussi beaucoup dans les lessives.
Du coup, alors surtout pour les lingettes pour le corps, parce que ces lingettes, en priorité, sont utilisées notamment par les jeunes parents pour nettoyer les fesses de bébé. Alors, encore une fois, on revient sur le concept des 1000 premiers jours. Mettre sur la peau d'un bébé, qui est déjà une peau plus fine, sur un organisme plus petit, donc c'est-à-dire que potentiellement, il va moins supporter une quantité de produits chimiques, mais surtout sur des peaux lésées. Il faut voir que les fesses de bébé, entre l'irritation due au sel ou à l'urine, la peau est lésée, c'est une vraie voie d'entrée à tout ce qui passe, hein. Donc, mettre un produit qui contient pas mal de substances chimiques, c'est une voie d'entrée directe dans le sang. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut dire à tous les parents que vous connaissez, jeunes parents, d'abandonner ce système-là ou le réserver uniquement quand on est en extérieur et il n'y a pas le choix. Quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais au quotidien, c'est une très mauvaise idée. Ben, l'équivalent tout simple, ben, on revient à l'ancienne, hein, de l'eau, du savon, et surtout pour les fesses de bébé, le liniment oléocalcaire, qui est vraiment ce qu'on a fait de mieux. C'est un produit naturel qu'on achète tout simplement en pharmacie, hein, qui est beaucoup plus économique en plus en termes de quantité que les lingettes nettoyantes, et qui est non seulement plus sain pour la peau de bébé, mais qui a aussi des meilleures caractéristiques hydratantes. C'est-à-dire que la peau de l'enfant sera mieux hydratée après le passage du liniment que le passage des lingettes hydratantes, parce qu'en plus, ça contient un petit peu d'alcool pour le côté des infections, ces trucs-là. Donc, ça va assécher la peau, c'est pas très bon. Concernant tout ce qui est lessive, etc., produits d'entretien des vêtements qu'on mettra sur la peau, le réflexe, c'est soit, bon, vous pouvez faire vos propres produits, il y a beaucoup de recettes sur Internet, il faut juste faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais si vous ne voulez pas rentrer dans la construction de produits, vous avez de plus en plus de labels qui vont vous certifier une origine bio des ingrédients ou un respect de la santé. Alors après les labels, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous. Une fois que vous avez choisi un label, c'est un choix définitif pour plusieurs années. Vous avez fait une recherche une fois pour toutes. Vous avez des labels qui sont sur des produits d'origine bio et vous avez certains labels qui sont plutôt sur l'impact direct sur la santé. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas forcément des produits bio, mais ils choisissent des produits qui ont un impact minimum ou pas d'impact sur la santé. Là, je vous ai mis un petit peu les plus connus et les plus intéressants pour les retenir, mais il y en a d'autres. Alors, le formaldéhyde, qu'on appelait il y a très longtemps le formol, alors c'est un PE suspecté aussi. Par contre, il est cancérogène avéré. Et pourtant, il est utilisé énormément dans beaucoup de produits de notre quotidien. Alors, on l'utilisait comme désinfectant ou biocide, mais on l'utilise surtout en industrie comme fixateur ou liant. C'est-à-dire qu'il est énormément utilisé dans les colles, les résines. C'est pour ça que la plupart des meubles en bois, du bois, je veux dire du bois suédois, hein, du bois compressé, en fait, c'est utilisé au niveau de la colle et du solvant pour que ça tienne ensemble, ce truc-là. Vous le trouvez dans énormément de produits de bricolage, certains revêtements de murs, tout ce qui va être aussi les parquets ou en faux bois, etc. Vous allez le trouver énormément. Et le problème des produits en formaldéhyde, c'est que ces produits vont dégazer pendant des années. On se rend bien compte quand c'est neuf, parce qu'on a cette odeur un petit peu piquante qui est caractéristique d'un meuble neuf. Bah, le petit truc qui pique, hein, que vous sentez, c'est le formaldéhyde. Donc là, le conseil, c'est ouvrez les fenêtres à fond. Il faut vraiment ventiler le plus possible ces meubles-là, en prenant en compte que même quand ils ne sentent plus, ça continue à dégazer. Donc, il faut vraiment ventiler de manière quotidienne si vous avez ce type de meuble. Ou ne pas choisir ce type de meuble si vraiment vous devez en acheter un. Le formaldéhyde aussi, vous allez le trouver dans… Alors, là, je le rappelle, mais la première source de pollution dans une maison, c'est le tabac. C'est le produit qui pollue le plus à l'intérieur. Si vous avez un fumeur à la maison, sachez que c'est la première source de pollution. Je ne vous dis pas comment vous en débarrasser, mais voilà, on peut conseiller aux fumeurs de fumer à l'extérieur. Donc, tout ce qui brûle, notamment le tabac, dégage énormément de formaldéhyde. Vous allez le retrouver donc du coup dans la fumée de tabac, mais également dans les bougies, les bâtonnets d'encens, le papier d'Arménie, etc. Tout ce qui brûle dégage du formaldéhyde. Si vous avez une cheminée à foyer ouvert, ce qu'il ne faut plus trop avoir maintenant, si vous avez une cheminée, d'ailleurs, le conseil, c'est de bien vérifier que vous avez un bon tirage, hein. Il faut vraiment que les produits de combustion soient aspirés vers l'extérieur. Mais voilà, tout ce qui a combustion, cuisinière à gaz, poêle à pétrole, tout ça, ça dégage du formaldéhyde. Il faut vraiment que vous ayez une aspiration à la combustion. Donc, je dis aussi ça pour les bâtonnets d'encens, parce que des fois, on achète des bougies miracles anti-pollution ou des bâtonnets d'encens pour que ça sente meilleur dans la maison. Ben, on va partir sur un principe tout simple. Si chez vous, ça sent rien, c'est que c'est propre. Quand c'est propre, ça sent rien. Si ça sent mauvais, c'est que c'est sale. Donc, si vous avez besoin de cacher une odeur,
c'est qu'il faut plutôt chercher l'origine de l'odeur. Si ça ne sent rien chez vous, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de rajouter des particules à respirer dans l'air. Donc le formaldéhyde, principalement, on va le retrouver dans les peintures, colle à bois, mais aussi surtout tout ce qui est meubles, parquet, et ça dégaze. Jetez pas vos meubles tout de suite. Pensez simplement que le jour où vous changez, il faudra se poser la petite question. Donc du coup, exemple de produits, principalement les produits de bricolage. Du coup, on va essayer de se diriger vers des produits de bricolage maintenant qui sont étiquetés avec des émissions dans l'air intérieur faibles, au moins A+. Il y a de plus en plus de produits qui ont cet étiquetage. Grosse précaution à prendre pour ces produits-là, parce que le label peut induire en erreur. Le A+, ne vaut que quand le produit est sec. C'est le cas des peintures. C'est-à-dire que quand vous le passez, ça dégaze. C'est pour ça qu'il faut bien ventiler, voire même mettre un masque respiratoire quand on prend de la peinture. Le A+, ne vaut que quand le produit est stabilisé. Il me semblait que j'avais un petit truc en truc. Les pesticides. Donc, les pesticides, ce n'est pas un peu en particulier. Les pesticides, c'est toute une famille, en fait, une famille de produits biocides, c'est-à-dire qui sont faits pour tuer du vivant. Alors, le vivant qui ne nous intéresse pas, mais c'est fait pour tuer du vivant quand même. À l'intérieur, on va retrouver tout ce qui est insecticides, fongicides, herbicides, parasiticides. Mais du coup, on ignore que si ça couvre les produits phytosanitaires, c'est-à-dire grosso modo le jardin et la culture, ça couvre aussi les produits zoosanitaires. Tout ce qui va être le traitement anti-poux de votre animal domestique, c'est un pesticide. Le traitement du bois pour les termites, les produits anti-fourmis pour la maison, les pesticides, voilà, les usages domestiques, anti-mites, anti-fourmis, anti-tout ce que vous voulez, ce sont des pesticides. Tout est classé dans la même catégorie. C'est-à-dire que ce sont les mêmes produits qui sont utilisés dans l'agriculture intensive. Pas des normes différentes, hein, mais c'est exactement les mêmes produits. Donc, il faut avoir une grosse méfiance sur les produits pesticides qu'on utilise, notamment si on les utilise en intérieur. C'est le cas des produits, notamment si vous avez des plantes d'intérieur ou des animaux domestiques. Faites attention quand vous manipulez ces produits-là. Il faut mettre des gants, il faut bien se laver les mains après. Si vous avez mis un traitement anti-puce, par exemple, sur votre animal de compagnie, il ne faut pas le caresser pendant quasiment 24-48 heures, parce que le produit se diffuse sur la peau, sur les poils. Donc, si derrière vous ou les enfants, vous caressez l'animal, vous avez plein les mains. Et si derrière vous mangez en tenant un truc à la main, vous mangez du pesticide. Donc, de nombreux pesticides sont des PE avérés, hein, tellement je n'ai pas fait la liste, ou suspectés, mais de toute façon, beaucoup de pesticides provoquent déjà des réactions cutanées qui peuvent être assez graves. On a aussi des maladies neurologiques qui sont liées à l'exposition professionnelle des pesticides, et beaucoup de personnes qui ont trop manipulé ces produits-là, notamment de leur métier, ont développé beaucoup de cancers. On a des statistiques en termes de maladies neuro et de cancers qui sont supérieures dans la population agriculteurs ou chimistes qui ont manipulé ces produits que les autres. Il faut voir que tous ces produits, même ceux domestiques, quand ils sont faits en usine jusqu'au conditionnement usine, les ouvriers qui travaillent ou les techniciens qui travaillent sur les chaînes de fabrication sont quasiment habillés comme des cosmonautes. Par contre, quand le produit sort de l'usine, qu'il est délivré soit dans votre pharmacie, soit dans une grande surface, ou chez un agriculteur dans des grands tonneaux, c'est très très rare que les gens qui manipulent derrière ces produits-là prennent autant de précautions. Donc les pesticides, où est-ce qu'on va en trouver? Sur les fruits et légumes des exploitations qui fonctionnent encore avec des pesticides, sur les jardins traités, si vous avez un jardin personnel. Il faut penser aussi que si vous habitez dans un environnement proche d'une exploitation agricole, la terre est touchée, mais lors de l'épandage, c'est aussi porté dans l'air. Donc potentiellement, il y a tout un rayonnage tout autour qui peut être touché. Pensez donc aux insecticides domestiques et vétérinaires qui sont aussi une source. Donc, exemple de produit, alors on se rappelle encore une fois, première porte d'entrée dans le corps humain, c'est l'ingestion. Donc, les fruits et légumes, c'est tout simple. On va aller tout simplement vers des produits et légumes qui viennent de la filière biologique, qui n'ont pas été utilisés avec des pesticides, qui n'empêchent pas de les laver, hein, bien entendu. Mais voilà. Alors, là, c'est vrai que le bio, ça a un coût, même si ça tend un petit peu à se lisser avec le temps. Si vous ne pouvez pas manger bio tout le temps, ce n'est pas très grave, mais il faut essayer d'augmenter la part de bio dans son alimentation, tout en augmentant aussi la part de fruits et légumes, ça ne fait jamais de mal. Du coup, là, j'ai essayé de balayer les 7 perturbateurs endocriniens les plus courants. Je vous propose en vrac quelques solutions qui sont applicables au quotidien, qui ne sont pas très compliquées.
Pour l'alimentation, donc ce qu'on vient de dire par rapport au bio, il faut comprendre quand même que dans l'alimentation industrielle, il y a 300 additifs autorisés, tandis qu'en alimentation bio, il n'y en a que 50. Donc, si vous voulez quand même, de temps en temps, continuer à consommer des produits industriels, dans ce cas-là, petit coup d'œil sur la liste d'ingrédients, regardez combien il y a d'additifs. On choisit toujours celui qui en a le moins. Voilà, si possible que 3. Mais déjà, si on se pose un peu la question du contenu, ça peut être intéressant. Sinon, vous avez des applications style Yuka, vous scannez le code barre du produit, ça va vous donner déjà des informations complémentaires. Si vous voulez basculer au bio, vous avez pas mal de labels qui n'ont pas tous exactement les mêmes critères, en sachant qu'un produit labellisé sera toujours mieux qu'un produit non labellisé. Voilà. Le plus connu, c'est le produit, alors, je ne sais pas si on voit ma souris, mais le produit de gauche, donc certification AB, et le deuxième à gauche, c'est la certification européenne. C'est celle qu'on risque de voir de plus en plus souvent. Évidemment, par contre, il faut faire la cuisine. Donc, on n'oublie pas qu'il faut, pour tout ce qui est en contact avec les aliments, il faut privilégier le verre, l'inox, la céramique, et vraiment, il faut bannir le plastique des cuisines. Ça, c'est quasiment le plus simple. Quelques solutions pour les cosmétiques. Alors, soit tout ce qui est savon, tout ça, c'est pas très compliqué. Si vous avez du temps, vous pouvez les faire vous-même. Il y a des recettes à base, déjà, le savon noir tout fait, ça existe, mais voilà, il y a des recettes qui existent pour faire ses shampoings, son dentifrice, etc. Et à partir du moment où vous partez de produits naturels, vous n'aurez plus le problème de la chimie industrielle dessus. Si vous n'avez pas le temps de faire vous-même vos produits, ce qui peut être le cas, pareil que pour l'alimentation, on va se diriger vers des labels reconnus. Les deux premiers à gauche sont très bien. Vous allez trouver plus facilement le deuxième à gauche. Mais voilà, vous allez tomber aussi sur les autres. Ça dépend où vous allez faire vos courses. Soit vous allez dans une enseigne spécialisée qui a vraiment beaucoup de choix. Mais en grande surface, vous en trouvez aussi assez facilement. Petit rappel pour la crème solaire, je précise. Il ne faut pas oublier que le risque de cancer de la peau est bien supérieur à l'exposition chimique. Même si on peut se poser des questions sur les crèmes solaires, on en met. On évite de se mettre directement au soleil, c'est pas plus mal. Mais voilà, il existe aussi des crèmes avec des filtres minéraux qui commencent à avoir des labels plus intéressants. Voilà, on les trouve plus facilement en pharmacie qu'en grande surface. Mais par contre, si vous êtes exposé au soleil, il faut mettre de la crème solaire. Dans les solutions toujours pour les produits ménagers, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de les faire vous-même. Voilà. Vinaigre, savon noir, c'est la bonne base. Vinaigre, c'est un excellent détartrant, ça désinfecte aussi. Savon noir, c'est parfait pour tuer aussi pas mal de bactéries. Avec ça, vous arrivez quasiment à tout nettoyer. Vous n'avez pas le temps de les faire. Il y a des labels qui existent encore une fois pour les produits d'entretien, en sachant quand même que pour l'instant, moi, je n'ai pas vu de produit qui soit 100% sans chimie industrielle derrière. Ils sont toujours obligés d'en mettre un petit peu, ne serait-ce que pour stabiliser l'ensemble dans le bidon. Donc voilà, en sachant encore une fois, un produit labellisé est toujours plus intéressant qu'un produit non labellisé. Par contre, on n'oublie pas, c'est des produits ménagers. Ce n'est pas parce qu'ils sont certifiés écolabel qu'ils ne sont pas dangereux. Donc, quand on utilise des produits ménagers, on ventile, on évite de respirer les vapeurs qui sortent de là et on fait très attention quand on fait des mélanges. Toujours dans les solutions bricolage et ameublement. Alors, les produits de bricolage, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas trop de normes santé, même si, voilà, maintenant on a cette notion de l'émission dans l'air pour tout ce qui est peinture, vernis. Mais la plupart des produits, voilà, et surtout des process de fabrication de bricolage, ce n'est pas trop prévu. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que déjà, il ne faut pas les stocker dans les lieux de vie. La plupart des produits de bricolage dégazent, c'est-à-dire que les conditionnements ne sont pas étanches à 100%. D'ailleurs, si vous avez un petit placard, vous avez des produits style alcool à brûler, white spirit, des machins comme ça, vous remarquerez que quand vous ouvrez le placard, vous prenez une bonne rafale d'odeur dans le nez, ça prouve bien que les emballages ne sont pas étanches, ça dégaze. Donc faites attention quand vous ouvrez le placard parce que du coup, ça s'est bien concentré, vous prenez tout dans le nez. Donc du coup, comme on sait que ça dégaze, il faut éviter de stocker dans les lieux de vie, si possible dans un garage, si vous en avez un, sur la terrasse, mais voilà, évitez de stocker ça dans des lieux de vie, vous allez respirer ça de manière récurrente. Pour le choix des produits, on va se diriger vers les émissions dans l'air intérieur, on va choisir du A+. Je vous ai mis un autre label sur le côté, celui qui est marqué E1HCHO, c'est le label formaldéhyde. Alors, il n'est pas très répandu en France, mais c'est un label qui commence à se disséminer en Europe
Et j'ai remarqué que chez nos collègues suédois qui vendent des meubles à monter soi-même, ils commencent à le mettre, ce label. Parce que la plupart des meubles de chez eux en avaient. Donc voilà, commencez à regarder un petit peu si vous avez un nouveau meuble à acheter. S'il a ce label, c'est plus intéressant. Ça veut dire qu'il contient moins de formaldéhyde que les autres. Il en contient un petit peu, mais beaucoup moins. En sachant que le E1, c'est le plus bas, ça monte jusqu'à E4. Et dans les usines où ils font des meubles avec la codification E4, les salariés sont sous masque obligatoire. Donc, ils ont des masques solvants avec les cartouches sur les côtés. Autre solution possible, je regarde l'heure en même temps, les textiles. Donc les textiles, alors soit vous allez sur des magasins qui vont proposer des fibres naturelles, etc. Mais même en prenant ce type de textile, fibres naturelles, 100% bambou, ce que vous voulez, la façon dont ils sont teintés, il y a toujours un petit peu de chimie derrière. Donc, quels que soient les vêtements où vous les achetez, il est toujours conseillé de les laver avant la première utilisation. Ça va permettre d'évacuer une bonne quantité de chimie qui aurait pu se déposer sur votre peau. Voilà. Pour certains, c'est un réflexe d'hygiène, mais c'est aussi un réflexe de santé. Surtout que des fois, voilà, c'est la fibre qui est certifiée d'origine naturelle, mais pas vraiment le process de coloration. Alors, pour les vêtements, c'est vrai que c'est moins le réflexe de regarder un petit peu les labels, mais il y en a de plus en plus qui sortent. Donc, si ça vous intéresse, regardez un petit peu le type de label qu'ont vos vêtements. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est là. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour les noter. Quelques solutions. Alors, solution, alors c'est même pas une solution pour moi, c'est une obligation, mais je ne peux pas vous en imposer. Les polluants, tous les polluants de l'air s'accumulent dans les lieux clos. C'est-à-dire que l'air intérieur des habitations, des bureaux, des voitures, etc., est toujours plus pollué que l'air extérieur. C'est un phénomène de concentration, c'est de la physique, c'est comme ça. Donc, il n'y a qu'une seule solution pour se débarrasser de la pollution intérieure. Laissez tomber tout ce qui est bougie. Il faut aérer et ventiler. Aérer et ventiler, ce n'est pas les mêmes actions. Aérer, ça veut dire que tous les jours, 10 minutes, on ouvre grand les fenêtres et on brasse l'air. On remplace l'air intérieur par l'extérieur. Il faut faire sortir tous les polluants par la fenêtre. Ça permet de renouveler l'air, de se débarrasser aussi du dioxyde de carbone et aussi de tous les polluants qui se seraient concentrés. Donc ça, c'est un réflexe à avoir. Toutes les pièces, on ventile 10 minutes par jour, été comme hiver. Là, comme on est en période de canicule, encore plus, si vous devez aérer très très tôt le matin, ça permet aussi de faire rentrer l'air frais. Et surtout, ça permet d'éviter d'aérer aux heures de pointe. Si vous habitez près d'une circulation automobile, ne ventilez pas à 8 heures du matin, parce que là, automatiquement, l'air extérieur est pas mal pollué. Pareil pour le soir, ventiler quand l'air descend à la fraîche. Du coup, ça va permettre aussi d'évacuer la chaleur de la journée. Et voilà. Mais dans tous les cas, il faut ventiler le plus souvent possible. Même si vous avez une climatisation, il faut ventiler, voire même encore plus. Ventiler, par contre, c'est différent. Ventiler, ça veut dire que votre maison renouvelle l'air en permanence. Alors, les deux vont ensemble. Le fait d'avoir un système de ventilation n'empêche pas d'aérer. La ventilation, c'est juste pour renouveler l'air, pour éviter une accumulation d'humidité, notamment, mais aussi de polluants. À savoir que la ventilation est obligatoire dans toutes les maisons depuis 1970. Donc, c'est toutes les bouches d'aération que vous avez notamment et dans la salle de bain, ce qu'on voit sur le schéma ici, et dans la cuisine. Principalement, ça avait été fait à l'origine pour les pièces où il y a de l'humidité qui se concentre. Quand vous prenez votre douche ou quand vous faites de la cuisine, l'humidité se concentre dans la maison. C'était pour éviter la dégradation de l'air intérieur et aussi l'apparition de moisissures. Et c'est aussi très utile pour évacuer les polluants. Et c'est une obligation surtout sur les maisons qui ont des systèmes de chauffage ou de cuisson à combustion, tout ce qui va être gaz notamment. Parce que pour brûler, vous avez besoin d'oxygène. Et si vous ne faites pas rentrer de l'oxygène, l'appareil à combustion va brûler l'oxygène que vous respirez vous. Donc à un moment donné, l'air il a le choix entre la gazinière ou vous. Donc il faut ne jamais boucher les entrées et les sorties d'air, vérifier que l'aspiration fonctionne, parce qu'avec le temps tombe en panne, et surtout, il faut entretenir et contrôler régulièrement la ventilation, surtout si vous avez des appareils de combustion ou une cheminée. Il faut vraiment qu'il y ait de l'air frais qui rentre quand ça brûle. Donc voilà, il faut vraiment penser à faire ça. J'ai terminé une présentation globale. On a un petit questionnaire d'évaluation. Je vais vous mettre le lien où Julie va le faire. Du coup, ça sera peut-être plus facile pour moi. Dans le chat, je vais reprendre du coup les questions. Alors, je vais les reprendre dans l'autre sens. Alors, que penser du bois de
CAD en commençant. Bon, bois de CAD, je pense que c'est des bois de cèdre peut-être, mais de toute façon, je vais répondre de manière très globale. Tout ce qui brûle, donc c'est le cas pour l'encens, tout ce qui brûle produit ce qu'on appelle des déchets gazeux. Voilà. Que ça soit de la cigarette à la bougie, au bâton d'encens ou au barbecue, hein, puisqu'on va passer vers l'été prochainement. On frisait 40 degrés cette semaine, mais voilà, tout ce qui brûle, des gaz, des déchets dans l'air. Donc moi, je suis vraiment contre tout ce qui va brûler à l'intérieur. Déjà, tout ce qui est encens, etc., je ne cours pas après parce que ça vous fait des particules. À savoir un truc, c'est que quand vous respirez une odeur, c'est qu'il y a une particule qui flotte. Les poumons ne sont pas faits pour respirer des particules qui flottent. On est fait pour respirer de préférence de l'air pur. Mais bon, voilà. Après, vous avez envie d'avoir une petite odeur. Bon, je ne peux pas vous en empêcher. Vous avez un système de combustion. Dans ce cas-là, si vous faites brûler de quelque chose type encens, ouvrez la fenêtre, il faut que ça ventile. Il faut que l'air se renouvelle. Il ne faut pas laisser se cumuler le déchet gazeux dans l'air ambiant. Après, vous avez d'autres types aussi de produits, hein. C'est le cas des huiles essentielles qui ont un système d'atomiseur qui permet de diffuser l'huile essentielle dans l'air sans la faire brûler. Alors, c'est un peu moins nocif, puisqu'il n'y a pas de déchets de combustion, mais ça reste des particules à respirer, donc je ne suis pas favorable. Et en sachant qu'en plus, c'est que les huiles essentielles, il faut être très prudent, parce que c'est des produits qui sont actifs au niveau biologique, et des petites erreurs de dosage, ça arrive très vite, hein, parce qu'on est vraiment sur de la micro-goutte. Donc, soit dans la manipulation, soit respirer. Voilà, si vous invitez quelqu'un chez vous qui a des soucis au niveau pulmonaire, voire simplement asthmatique, voilà, faut éviter. Les parfums, je vois qu'il y a une question sur les parfums. Alors, je ne sais pas si ces parfums... les spirales contre les moustiques, voilà, la bonne question. Pour les parfums, si c'est des parfums d'ambiance, pareil, hein, à bannir, tout ce qui est désodorisant, tout ça, on se rappelle, si c'est propre, ça n'a pas d'odeur, il n'y a pas besoin de camoufler quand il n'y a pas d'odeur. C'est un petit peu la publicité qui nous a fait croire que nos maisons devaient sentir le bois fleuri, hein. Ben non, ce n'est pas le cas. Nos maisons ne doivent rien sentir. Par contre, si ça sent mauvais, il y a un souci, il faut trouver pourquoi ça sent mauvais. Il y a une origine. Les spirales contre les moustiques. Oui, oui, oui. Alors, les spirales, effectivement, chimiques, voilà, je suis bien contre à 100%. Malheureusement, les moustiques, c'est un vrai fléau, donc c'est assez compliqué. Alors déjà, avant d'arriver aux spirales contre les moustiques, on va se poser la question, si vous êtes en appartement ou maison, qu'est-ce que vous avez fait de manière mécanique pour pas que les moustiques vous attaquent? La plupart des gens qui me posent des questions par rapport aux produits, alors soit les spirales, soit les prises anti-moustiques à mettre, vous savez, sur le 220 volts, là, les prises anti-moustiques électriques. Déjà, la question de base, c'est si tu luttes contre les moustiques, c'est que les moustiques sont rentrés chez toi. Donc, il est peut-être plus intelligent de faire un système de barrière pour pas qu'ils rentrent. Et ça s'appelle tout simplement une moustiquaire. Les moustiquaires, c'est pas très cher. Vous en mettez à toutes les fenêtres, hein, des moustiquaires déroulantes. C'est ce qu'il y a de mieux. Une moustiquaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, pour l'extérieur, bon, vous êtes en veille de moustique. Si vraiment vous voulez mettre la spirale, je sais que ça va être compliqué ce que je vais dire, mais essayez de la mettre loin du nez. Voilà. Sur la terrasse, oui, hein, je me doutais que c'était un peu ça, mais voilà, il faut éviter. Alors, vous avez sachant que les spirales n'ont jamais prouvé leur efficacité, hein, voilà. C'est moins pire que de s'injecter directement sur la peau des produits chimiques. Voilà, si vous voulez voir par rapport à ça. Maintenant, mon conseil pour la spirale, il y a une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, qui n'est pas moins efficace que la spirale, mais qui n'est pas plus efficace. En fait, les moustiques sont perturbés par le brassage de l'air. Alors, soit vous mettez un ventilateur à côté de vous. Le fait de brasser l'air, déjà, ça gêne les insectes volants, notamment les moustiques. Ils vont fuir tout ce qui est ventilation. C'est pour ça que dans les pays d'Afrique du Nord, ils ont tous des grands ventilateurs au plafond. Ce n'est pas fait pour mettre de l'air frais, hein, parce que c'est fait pour brasser l'air, parce que les moustiques n'aiment pas du tout l'air brassé. Donc, mettez-vous un ventilateur à côté de vous. Déjà, les moustiques ne vont pas trop s'approcher de cette zone-là. Deuxième astuce, que je ne préconise pas à fond, enfin, ça peut remplacer les spirales. Si vous utilisez des dosettes de café en papier, que vous jetez, hein, alors qu'on peut notamment les reconvertir en engrais pour les plantes, sachez que alors, les dosettes de café papier bien sèches, genre qui ont 1 an, vous les mettez à la place de la spirale pour moustiques, vous lancez la combustion avec une petite goutte d'alcool à brûler pour que ça démarre, et après, ça vous fait une fumée de tous les diables.
qui sent le café. Donc, il n'y a pas de chimie, même si ce n'est pas bon à respirer ce qui brûle. Enfin, c'est moins pire que la spirale. Et la fumée perturbe aussi les insectes volants. Voilà. Je conseille moyen parce que ça brûle, mais pour le peu que j'ai vu, ça ne marche pas moins bien que les spirales. Donc, c'est une petite astuce à savoir. Je vais remonter les questions. Tac, 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 tac. Oui, effectivement, quelqu'un a dit comme moi, elle a bien raison qu'il ne faut pas que ça sente mauvais, mais il ne faut pas que ça sente bon non plus, hein. Voilà, le propre n'a pas d'odeur. Tac, tac, tac. Pour le PowerPoint, oui, Julie vous l'enverra. Effectivement, il y a un replay que vous pourrez aussi distribuer à vos amis qui n'ont pas pu voir la conférence. Pour les poils, alors j'ai vu quelqu'un s'est coupé, je vais répondre là-dessus. Je ne sais pas si personne a eu sa réponse. Mais voilà, tout ce qui est poils téflon, etc. Dès que c'est abîmé, je le rappelle parce que c'est important, dès que des matériaux suspectés d'avoir des PE, plastique, téflon, sont esquintés, il faut les jeter et les remplacer. Et quand on en profite pour en remplacer, l'idée à chaque fois, c'est de dire qu'on va partir sur un matériau inaltérable. L'inox, la céramique, la fonte, la pierre aussi, hein. Il y a pas mal de modes sur des ustensiles en pierre. C'est vrai que c'est plus lourd, donc c'est moins aisé à utiliser, mais au niveau santé, vous y gagnez drôlement. J'essaie de remonter un peu les questions. Tac, 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 tac. Ah, ma mère utilise du vernis à ongles en permanence depuis des années. Quel danger pour elle? Alors, vous savez, en parlant de danger, c'est assez compliqué. Je rappelle encore une fois que c'est des produits qui sont biopersistants, qui s'accumulent dans le temps et qui donc, c'est vraiment sur des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. L'avantage de l'ongle, c'est que ce n'est pas une voie d'entrée directe dans le sang. C'est déjà un petit peu moins embêtant qu'un produit qu'on aurait déposé directement sur la peau ou qu'on aurait mis sur les lèvres ou sur des parties plus sensibles du corps. Voilà. Par contre, le problème du vernis à ongles, c'est que déjà, vous avez une odeur de solvant à respirer. Ça sent très fort quand vous l'utilisez. Donc, pareil, vernis à ongles et dissolvant à ongles, il vaut mieux faire ça dans un endroit bien ventilé. Essayez de prendre des produits plutôt labellisés bio. Mais voilà, c'est pas hyper dangereux en direct. Voilà, c'est des problèmes, c'est une problème d'accumulation sur le temps. J'essaie de remonter. Clac, 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 Il y avait une question, c'est pas parce qu'un produit est un des perturbateurs endocriniens avérés qu'il est interdit en France. Non. Non, alors Julie m'a rejointe en face de moi pour ceux qui se demandent comment sa petite voix a pu tout d'un coup surgir alors qu'elle n'est plus à l'écran. Non, alors les PE, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ils sont avérés, la législation change. Donc, l'utilisation devient interdite ou alors elle est interdite pour certaines catégories, notamment si je parle pour les biphénols, ça a été interdit pour les contenants alimentaires et tout ce qui va avoir touché l'alimentation directe. Par extension, la catégorie s'est agrandie avec le temps et les industriels ont fini par utiliser des produits de remplacement. Mais non, ce n'est pas parce que soit il est avéré qu'il est tout de suite interdit, il faut que la législation s'en empare, mais ça marche plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plutôt le législateur qui va réclamer des données. Alors, je vais refaire un petit peu comment ça se passe maintenant en Europe. C'est-à-dire qu'un industriel sort un nouveau produit, il y a ce qu'on appelle la législation REACH, c'est-à-dire qu'il est obligé de déposer une étude, enfin, prouvant qu'il a fait une étude sur l'innocuité du nouveau produit qu'il va mettre sur le marché. Le souci de ça, c'est que c'est lui-même qui fait sa propre étude. Donc, bon, on peut se douter que peut-être des fois, il se trompe un peu. Et dans toutes les études de mise sur le marché, le défaut, c'est le temps. Ça, ce n'est pas la faute industrielle, c'est que c'est fait comme ça. Comme certains problèmes de santé peuvent sortir sur des fois 5, 10, 15, des fois sur une génération, on se rend compte tardivement que le produit avait un impact sur la santé qui n'était pas ressorti lors de l'étude de mise sur le marché. Donc, des fois, on a des législations qui réagissent avec des dizaines, des vingtaines d'années de retard. C'est pour ça qu'on préconise le principe de précaution. C'est-à-dire que si le produit m'est utile, je ne peux pas m'en passer parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas retourner à l'âge de pierre, on va peut-être l'utiliser. Maintenant, le produit, soit n'est pas super utile, soit tout simplement, il existe un produit de remplacement qui est ça. La question, c'est de se dire pourquoi je m'en prive. Pourquoi je continue d'utiliser le produit qui est potentiellement mauvais pour ma santé alors qu'il existe une alternative pour un tarif équivalent qui est plus saine. C'est là-dessus qu'il faut être alerté, en fait, en train de se dire qu'il y a moyen de faire différemment. Et ça, c'est le choix personnel de tout un chacun de faire des choix de consommateurs éclairés. Tu as une petite question qui est sur le chat. Alors, pour les poêles en pierre, est-ce que tout se vaut?
Alors, si on parle en niveau santé, oui, parce que vous n'allez pas avoir de composé PFC qui va dans l'alimentation. Maintenant, est-ce qu'en termes de qualité anti-adhésive, tout se vaut? Alors là, je vous conseille d'acheter un magazine d'aide aux consommateurs qui aura peut-être fait le test pour vous. J'utilise depuis des années une tasse pour le café en plastique. Ça craint. Bon, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais oui, ça craint. Oui, ça craint parce que déjà, si c'est la même tasse depuis des années, le plastique ne doit plus être en très très bon état, puisque je vous ai dit au tout début que le plastique, ce n'est pas stable de manière éternelle. Et en plus, vous mettez un produit chaud qui a tendance à dégrader le plastique. Donc, si vous voulez continuer à boire votre café, vous achetez un mug en céramique ou vous prenez une tasse en verre. Encore une fois, c'est simplement le choix du matériel. On ne va pas interdire le café, on ne va pas interdire le café chaud. Il faut juste le prendre dans un contenant qui est adapté à ça. Prenez un... Voilà, tiens, en plus, j'ai l'exemple là, parce que voilà, ici, on a tous des petites bouteilles, hop, qui ne stoppent pas de temps, ce sont des bouteilles en verre. Parce qu'on avait tous avant notre petite bouteille en plastique et on est tous passés sur des bouteilles en verre. On boit de l'eau pareil, il n'y a pas de souci. Il faut juste changer le contenant. Alors, s'il y a des questions... Alors, moi, j'en ai une. Des fois, on recommande d'utiliser des produits, des produits de seconde main pour éviter les risques de polluants. Enfin, dans le cadre de santé environnement, on recommande des fois la seconde main, mais du coup, si je comprends bien, c'est un peu à double tranchant. Soit c'est très, très vieux et les polluants n'existaient pas encore et il n'y en a pas. Soit c'est moyen vieux et il y a des polluants, mais la législation n'existait pas encore. T'aimes bien me poser des cols, toi. Oui, alors tu as à la fois raison et tort. C'est-à-dire qu'on préconise les produits de seconde main, notamment pour tout ce qui est meubles compressés en colle, parce que les solvants se seront évacués. Voilà. Par contre, gros problème. Alors là, j'ai même plusieurs petits problèmes. Quand on achète des produits de seconde main, le premier réflexe, c'est de le poncer. Quand on ponce, on va réduire la peinture et les vernis en poussière et on va les respirer. Et effectivement, les peintures et les poussières de l'époque, les peintures de l'époque étaient avec des produits qui sont peut-être plus autorisés. C'est l'exemple pour ceux qui connaissent le cas, de quelqu'un qui rachèterait une très vieille maison du XVIIIe siècle, par exemple, ou même du XIXe. Les volets, les peintures étaient avec du plomb. Donc, je rachète une maison à rénover, je ponce mes volets, mais en fait, je suis en train de poncer des particules de plomb que je respire. Donc, voilà. Donc, des fois, effectivement, le très vieux, il faut se méfier. Alors, c'est pas que la seconde main est mauvaise, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Et si on achète de la seconde main, on fait attention si on le rénove. Comment je ponce, comment je le remets en état, etc. Seconde main ne veut pas dire forcément nickel. Par contre, voilà, tout ce qui est formaldéhyde, produits qui sont dessus, oui, ils auront dégazé. Donc, la seconde main, je prends un exemple bêta, parce que c'est arrivé chez moi. Vous avez un bureau pour enfants que vous avez acheté chez les Suédois. Vous l'avez gardé 3-4 ans parce que c'est un bureau pour enfants, votre gamin a grandi, du coup, il ne correspond plus. Je l'ai donné à quelqu'un qui en voulait un. C'est sûr que le dégazage a bien eu lieu. Voilà. Et le meuble est en parfait état, la personne n'a pas eu le rond poncé, c'est une bonne deuxième main, c'est un truc récent. Voilà. Il faut plutôt se méfier quand c'est des anciens meubles qu'on veut rénover, il faut prendre des précautions sur la rénovation. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit de Julie, parce que du coup. Oui, tout à l'heure, tu parlais de la tasse en plastique de la dame. Mais viens à côté de moi, les gens. Sur les bouteilles en plastique, des fois, on se dit j'utilise une bouteille en plastique, donc pour réduire mon impact sur l'environnement, je vais la réutiliser plusieurs fois. Pardon, on fait un peu de bruit. Voilà. Je vais la réutiliser plusieurs fois, comme ça au moins je n'aurais pas utilisé du plastique à usage unique, mais en fait du coup c'est pas du tout conseillé. Il vaut mieux ne pas réutiliser sa bouteille en plastique. Alors oui, je tourne parce que le fond nous cache la figure. Oui, alors les bouteilles en plastique, oui, alors déjà bouteille d'eau minérale en plastique, etc. Bon, vous voulez vraiment une eau minérale parce qu'elle contient du magnésium, etc., etc. Déjà les eaux minérales, essayez de les prendre en conditionnement vert. Le plastique, il faut vraiment le bannir. Le plastique, comme je vous le répète encore une fois, le plastique, ce n'est pas immortel. Il va se dégrader avec le temps, mais aussi avec les agressions. Notamment les bouteilles d'eau en plastique, une des meilleures agressions qui soit pour elles, c'est les UV, c'est-à-dire le soleil. Donc déjà, quand vous voyez des palettes entières transportées sur des camions qui sont en plein cagnard, je peux vous dire que le plastique, il est relargué dans l'eau. Ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, si vous conservez une bouteille d'eau en plastique pour la re-remplir, oui, au fur et à mesure du temps, la bouteille va relarguer de plus en plus de plastique dans votre eau. Ça, c'est clair. Alors, j'ai été responsable contrôle jeu pour la France. Alors, j'ai été responsable contrôle jouet pour la France et expert à l'Union européenne. On ne peut pas crier au loup en disant que tous les jeux en plastique contiennent des phtalates interdits
comme ils sont interdits dans les jouets. On les cite comme terroristes, mais on trouve des jouets sains qu'on prend plastique. J'en ai assez vu, heureusement. Alors après, oui, il y a des plastiques qui ne sont pas faits avec du phtalate. Ça dépend du type de plastique que vous utilisez. Et heureusement, la France était un des pays qui a eu les meilleures normes en termes de sécurité des jouets. On était drôlement en avance par rapport à plein d'autres choses. Et l'Union européenne, il y a quand même des contrôles et des normes CE qui sont faites. Par contre, il y a toujours, dans tous les jouets, dans les plastiques, il y a toujours une quantité de plastique. Le problème, ce n'est pas tellement la quantité de plastique qu'il y a. Parce que techniquement, les jouets, pour la durée de vie qui sont utilisés, ils tiennent le choc. Le problème, c'est que les jouets, les enfants les mettent à la bouche et les mordillent. C'est le problème, il est là. C'est qu'en fait, des fois dans les études, on les étudie pas avec l'utilisation réelle qui va être faite. Un enfant, il va jouer avec son jouet, je prends n'importe quoi. Si on prend le petit train que j'ai mis tout à l'heure en photo, oui, le petit train, il est fait pour être au sol, on joue au petit train, on pousse le train. Ça n'a jamais été pensé que le gamin commence à mâchouiller les roues du petit train. Et le problème, il est là. C'est que l'agression mécanique par les dents et physique par la salive va dégrader le plastique et va être absorbé par l'enfant. Le problème, il est là, en fait. Donc, oui, effectivement, heureusement pour nous, on a des jouets qui sont certifiés, mais malheureusement, même certifié, ça ne va pas protéger contre des mauvaises utilisations. J'espère que ça vous a plu et on vous souhaite de vous revoir prochainement. Voilà, une bonne après-midi et de vous revoir prochainement. Si d'autres questions vous viennent ou si vous avez besoin du PowerPoint, vous avez mon mail, soit dans la discussion, soit dans le mail que je vous ai envoyé avec le lien de connexion. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai le PowerPoint ou je poserai la question à Fabrice s'il y a des questions sur les perturbateurs endocriniens. Merci à tous.